Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robache, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Je suis éco-anxieuse, mais je me soigne bien, quoi, parce que l'action, en fait, face à la peur, il n'y a rien de plus soignant, de plus rassurant que de s'engager et de plus utile par ailleurs, parce que rester prostré face à la peur, c'est pas bon pour soi et en plus ça sert à rien. Par contre, transformer sa peur en action, c'est la manière dont moi je lutte contre l'éco-anxiété et où je me dis qu'au moins j'aurais entraîné d'autres gens à faire de leur mieux pour que on se retrouve, pour que le monde de demain soit le plus vivable possible, quoi. Et dans l'action, Léonore Mauconduit, elle l'est pleinement. Élue maire de Poitiers à l'âge de 30 ans, elle est de cette nouvelle génération qui s'engage pour faire évoluer la politique de l'intérieur et, in fine, nos quotidiens. Dans cet épisode, elle me raconte sa vision de la politique, pourquoi l'écologie et le social sont au cœur de ses actions, comment elle imagine Poitiers et nos villes demain, la réalité du terrain et ce qui l'anime au quotidien. Un épisode passionnant sur son engagement, ses convictions et sa philosophie de vie. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Madame la maire, bonjour Léonore. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre bureau, ici, à l'hôtel de ville de Poitiers. Merci pour votre venue à Poitiers. Grand plaisir, c'est une première en plus, donc je suis ravi de venir. Pour commencer, je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Alors, je suis Léonore Mauconduit, j'ai 33 ans, je suis la maire de Poitiers depuis 2020 et j'ai tout un parcours dont on va sans doute parler dans l'éducation populaire et la politique depuis 2015. Ouais, parfait. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Alors, j'ai beaucoup changé, mais quand j'étais toute petite, je voulais travailler avec les animaux, donc je voulais être soigneuse dans un zoo, dans une réserve naturelle. Et puis ensuite, je me suis beaucoup intéressée au théâtre, donc je voulais être programmatrice dans un théâtre. J'avais envie d'aller voir plein de spectacles. J'ai fait des études littéraires d'ailleurs pour m'orienter dans cette voie. Et puis finalement, j'ai eu envie de m'investir dans des enjeux plus sociaux, plus utiles socialement. Et donc, j'ai fait un parcours d'études dans les politiques éducatives. Et donc, c'est dans ce domaine-là que j'ai commencé ma vie professionnelle. Ouais, j'ai vu, et alors je vous ai connu grâce au livre Les Éco-optimistes de Dorothée Moisan. J'ai vu que vous vouliez être trappeur aussi, enfant. Alors ça revient un petit peu avec le fait de travailler avec des animaux. Mais c'est ça, en fait. Au début, je voulais être soigneuse dans un zoo. Et après, je me suis dit, mais en fait, les animaux enfermés, c'est mal. Et donc, je me suis dit, non, dans une réserve naturelle, c'est mieux. Ouais. Et non, le trappeur, c'est un peu c'est vrai que l'imaginaire du trappeur, de la vie dans la nature, ça me portait pas mal. Et c'est ce qui a conduit ma maman à m'inscrire chez les scouts. Et je n'ai jamais arrêté de 11 ans à 30 ans de m'engager chez les scouts. C'était merveilleux. Ouais. Et justement, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que j'ai cru comprendre que ça avait aussi eu un impact. Alors, est-ce qu'on peut expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, en tout cas, comment ça se passe et surtout ce qu'on apprend quand on va au scout ? Alors en fait, le scoutisme, c'est un large mouvement en France. Il y a plusieurs associations qui le font vivre, mais les fondamentaux, c'est on passe un week-end ensemble par mois avec des enfants de son âge. On passe 2 ou 3 semaines ensemble l'été. Il y a vraiment une pédagogie adaptée à chaque tranche d'âge. Et ce qu'on apprend, en tout cas ce qui a été le plus significatif pour moi, c'est la vie en équipe. Donc l'apprentissage de la vie en collectivité, le goût du collectif aussi. Donc en fait, dès qu'on arrive à 8 ans, on est dans une équipe, on a un rôle dans une équipe, et plus on grandit, plus on reste dans des équipes, mais on apprend à s'occuper des plus petits, à être dans la transmission. Donc la vie c'est vraiment là que j'ai appris la vie en collectif. Ça apprend la responsabilisation très jeune. Je disais, dès qu'on a 8 ans, on a des responsabilités, mais ensuite, à chaque âge, il y a sa progression. Et en fait, dès qu'on a 18 ans, on devient animateur et on apprend à transmettre tout ce qu'on a reçu étant enfant. Donc, il y a vraiment un encouragement à l'autonomie et à la prise de responsabilité très jeune. Et puis, la vie dans la nature, bien sûr,
c'est pas du tout, ça se revendique pas comme un mouvement d'éducation à l'environnement, mais pourtant les pratiques sont là. Ouais. On apprend à s'installer dans un champ et à le laisser aussi propre qu'on l'a trouvé en arrivant, à vivre avec les rythmes de la nature, l'heure à laquelle se lève le soleil, l'heure à laquelle il se couche, faire du feu. Enfin, c'est un peu cliché, mais en même temps, c'est vraiment ça. Et donc, ça m'a donné une approche très, très sensible de la nature et ça a clairement nourri mon engagement écologique plus tard, quoi. Ouais, j'imagine. Et donc, vous l'avez dit jusqu'à vos 30 ans, donc jusqu'à l'élection, c'est ça? Voilà, j'ai été obligée d'arrêter. Mais vous savez, chez les scouts, on est vieux à 30 ans. Donc, Ok. on est vieux même un peu avant. On commence à faire partie des vieux à 25, 26 ans. Ouais. Donc, voilà, je pense que j'ai fait pas mal d'échelons. J'ai fait animatrice, directrice, formatrice, ensuite j'étais administratrice régionale, administratrice nationale. Au bout d'un moment, il faut s'arrêter, quoi, hein. Donc je suis toujours de loin, bien sûr, et avec beaucoup d'amitié à tout ce que font les éclaireurs unionistes auxquels j'ai appartenu. Mais, J'imagine. Et donc, alors c'est marrant parce que vous êtes passé donc de vieille entre guillemets chez les scouts à plutôt jeune en politique. voilà. Et on va y venir. Et ça vient aussi de très jeune. J'ai vu que vous étiez au conseil communal des jeunes de Poitiers dès 13 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie là aussi d'aller vous engager déjà? Alors, en fait, j'ai pas toujours eu envie de faire de la politique. Enfin, c'était pas du tout une ambition de carrière, ni militante, ni professionnelle pour moi. C'est surtout que j'étais très, très curieuse de découvrir des milieux différents. Et j'étais très, très curieuse d'être en prise avec là où se prenaient les décisions pour l'avenir de la ville. Enfin, pour l'avenir de la ville. J'avais envie de participer et de pouvoir être dans l'action. Et donc, le conseil communal des jeunes, c'était plutôt ça. Pouvoir porter la parole d'un groupe aussi, ça me porte vraiment aussi. Donc voilà, j'ai fait ma petite campagne au conseil communal des jeunes, j'ai été élue dans mon collège et ça m'a donné, là encore sans en être forcément consciente, ça m'a donné un premier contact avec la mairie. Ça a peut-être contribué à dédiaboliser un peu ce milieu municipal et surtout ça m'a vraiment donné là encore l'apprentissage de la démarche de projet, de construire des projets en groupe, de comprendre que c'est possible, que quand on veut on peut. Ouais. Voilà. Et je crois que c'était votre maman qui était aussi elle était élue ou elle était Elle a été élue elle était engagée en tout cas. Elle a été élue pendant une période et elle a été aussi militante écologiste, effectivement. Alors après, il y a beaucoup... Enfin, moi, je dirais que c'était présent, mais pas oppressant. Il y a beaucoup d'enfants de militants qui, du coup, sont un peu obligés d'y passer leur week-end, leur soirée. Je considère que c'était la juste distance pour moi. J'en entendais parler sans que ce soit oppressant en tant qu'enfant, quoi. Ouais, mais donc ça fait partie potentiellement des exemples, en tout cas, qui aussi peuvent ouvrir la voie, ou vous considérez que vous l'avez fait? Je dirais plutôt que c'est un héritage familial, oui, de cette partie de ma famille-là. Mon grand-père fait partie de cette génération qui a fait un retour à la terre autour de 68. Donc j'ai aussi j'ai un héritage familial qui m'a donné clairement une sensibilité écologique dès le plus jeune âge. Ouais. Et alors, vous l'avez dit, pour vos études, une fac littéraire, après Sciences Po à Paris, un master en politique éducative internationale. Qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez faire après, ou vous vous laissez porter un peu par ce qui va venir? J'avais envie de concilier deux univers qui m'intéressaient beaucoup. Donc l'éducation, parce que clairement, mon engagement dans le scoutisme, et même plus tard dans l'éducation populaire au sens plus large, j'ai travaillé aussi pour d'autres associations. Je me suis pas mal engagée sur des plaidoyers nationaux dans l'éducation populaire. Voilà, ça m'a donné envie de faire de l'éducation mon parcours professionnel sans pour autant être prof uniquement, par exemple. Et j'aime beaucoup parler des langues étrangères aussi, encore ce côté lien. Et donc j'avais envie de concilier ces deux univers-là. Et donc c'est pour ça que j'ai petit à petit resserré mon parcours pour être dans la coopération internationale appliquée au milieu de l'éducation. Et donc de fait, j'ai travaillé pendant 3-4 ans pour des structures comme l'UNICEF, en tant que coordinatrice de projet, où je recrutais des équipes, j'accompagnais le développement de projets dans le domaine éducatif à l'international. Donc c'est là que j'ai atterri, à l'issue de mes études. Ça aurait pu être un autre milieu, mais... Ouais, il y a une grosse machine l'UNICEF pour le coup. Oui, et en fait, moi, je travaillais plus précisément pour des prestataires de l'UNICEF. C'est-à-dire que l'UNICEF porte très peu de projets en propre, il s'appuie sur des prestataires. Et moi, je travaillais pour l'un de ces prestataires basé en France. Donc, Ouais. Et alors, vous avez déjà mentionné à 2 ou 3 reprises l'éducation populaire. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Alors, parce que c'est pas juste l'éducation, mais c'est l'éducation populaire. Et même, fait, justement, je reviens sur ce livre et les éco-optimistes que j'ai beaucoup aimé. C'est l'élu pop. Le titre qu'elle vous a donné. Moisan, ouais. Alors l'éducation populaire, c'est tout un univers éducatif que
je m'appuie beaucoup sur quelqu'un qui s'appelle Philippe Mérieux, qui est un professeur d'éducation, mais qui a beaucoup agi aussi, et qui est président des CMEA aussi, qui est l'une des plus grandes fédérations d'éducation populaire. Et il définit l'éducation populaire comme étant un tiers-lieu éducatif. C'est-à-dire qu'on considère que pour qu'un enfant grandisse bien, il faut 3 milieux: le milieu familial, le milieu scolaire, donc une bonne éducation à l'école, mais aussi l'éducation populaire, c'est-à-dire tout le milieu des centres de loisirs, des colonies de vacances, toute l'éducation qui ne se fait pas à la famille, pas à l'école. Et l'éducation populaire, c'est un espace où on apprend pas que des savoirs comme à l'école, pas qu'une culture familiale comme à la maison, mais on apprend des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoir-être ensemble qu'on n'apprend pas ailleurs. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en décrivant mon expérience chez les scouts, c'est la vie en collectivité, c'est l'autonomie, c'est la démarche de projet. Ça, on l'apprend vraiment quand on s'engage, quand on a la chance d'être dans des centres de loisirs et colonies de vacances, et plus tard dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux. Tout ça, ce sont les acteurs de l'éducation populaire. Donc c'est souvent méconnu, mais je suis convaincue que ça fait partie des grands combats sociaux du XXe siècle. Et aujourd'hui, il faut reprendre ce flambeau-là, parce que ça fait partie des réponses à apporter sur les grands enjeux aussi sociaux actuels. Ouais, et on y reviendra, parce que depuis que vous êtes à la mairie, je crois que vous avez mis quelques choses en place là-dessus, même l'une des premières décisions, si je ne m'abuse, et on y reviendra tout à l'heure. Vacances pour tous. Voilà. Exactement, les vacances pour tous. C'est un teasing pour la suite. C'est ça. Vous êtes encarté en 2014. Oui, Europe 2015 Écologie. précisément. 2015, pense, ok. ouais. Moi j'avais noté 2014. Mais C'est à peu pas de choses très près, ça important, change rien. exactement. Europe Écologie Les Verts. Pourquoi s'encarter? Pourquoi aller parce que là c'est un vrai pas, un premier pas dans le milieu politique en tout cas. En fait, je fais partie de cette génération qui est un peu méfiante, qui était un peu méfiante vis-à-vis du format des partis politiques. Pour ma part, parce que j'avais peur de ne pas être 100% raccord tout le temps avec les propositions du parti, et donc de devoir être dans un carcan un peu enfermant. Voilà. Et donc, en fait, en 2015, c'est l'année où on m'a proposé d'être candidate pour les élections régionales. Et en fait, j'étais plutôt reconnue pour mon engagement associatif et pour, je dirais, mon activisme sur Poitiers. J'étais engagée dans pas mal de projets, etc. Et donc, on m'a proposé d'être candidate, même avant que je sois forcément adhérente. Ouais. Et ensuite, j'ai fait le choix de prendre ma carte Europe Écologie Les Verts, parce que j'ai appris à considérer les dimensions positives des partis. C'est-à-dire que, on peut très difficilement mener une campagne sans le soutien d'un parti. Et en fait, c'est un espace collectif où on est ensemble avec des militants qui sont là depuis 30 ans et des très jeunes comme moi. Et c'est quand même un espace de formation où on apprend à se faire un avis sur plein de choses. Le nucléaire, par exemple, j'avais pas spécialement d'avis sur le nucléaire. En me confrontant à des espaces de formation, de débat, voilà, j'y ai trouvé un vrai intérêt. Et donc aujourd'hui, je pense que je reste adhérente à Europe Écologie Les Verts. Je m'engage on pourra peut-être en parler, mais sur le renouvellement des pratiques politiques et des formes politiques avec des collectifs, comme à Poitiers, on a monté Poitiers Collectif. Donc je considère qu'il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Les partis sont nécessaires à la structuration de la vie politique française, mais il faut les faire évoluer dans leurs pratiques pour qu'ils soient plus ouverts, plus inclusifs, plus accueillants pour toutes, notamment la jeune génération. Complètement. Et parce que donc, vous l'avez dit, vous allez à la région en 2015, élu à la région, plus jeune conseillère régionale. Oui. Oui. Ça vous fait sourire? Oui, parce que j'étais un piou-piou complet, quoi. Je me souviens tout à fait de mon premier jour à la région. J'étais vraiment perdue, quoi. À la fois, j'étais hyper curieuse et c'était très excitant comme expérience, mais je me rends compte aujourd'hui, 10 ans après, même pas 10 ans après, 8 ans après, à quel point j'étais toute neuve dans le milieu. Et justement, donc dans les plus jeunes, on disait plutôt vieille pour les scouts, mais maintenant plutôt jeune dans la politique. Vous vous dites quoi? Ça vous fait quoi? Est-ce que ça paraît complètement naturel? J'avais lu aussi, l'image qu'on peut avoir de la politique, et on y reviendra, et même quand on voit l'Assemblée nationale ou autre, c'est beaucoup d'hommes en costard-cravate. J'exagère un petit peu ça. De moins en moins, justement. Mais justement, quand vous arrivez là, vous arrivez avec quoi, en fait? À la région, vous voulez dire? Ouais, à la région, pour commencer. J'arrive avec... moi, j'étais... Est-ce que c'est votre premier pas dans la politique? C'est clairement mon premier pas dans le grand bain de la politique. Ouais. Et en plus, voilà, vous avez mentionné, j'ai fait Sciences Po, mais clairement, ça apprend à connaître les institutions, ça n'apprend pas à connaître le milieu politique de l'intérieur. Donc, allez vivre. J'arrive avec plein d'énergie, avec l'envie de faire changer plein de choses. En plus, j'ai négocié une délégation qui m'intéresse. J'étais déléguée à la vie associative et au volontariat, donc j'avais justement envie de porter des politiques en soutien à la vie associative. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça.
enfin qu'en tout cas ça demandait beaucoup d'énergie, de persévérance, de faire avancer les choses dans une grosse machine comme la région. En plus c'était le premier mandat de la région fusionnée entre Nouvelle-Aquitaine, enfin Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, et moi j'arrivais de Poitiers, donc autant vous dire la province lointaine pour les Bordelais. Je le dis à un Bordelais, donc avec beaucoup d'humour. Mais, oui, non, bien sûr. Et donc, mais ce qui m'a le plus frappé, je pense, c'était l'homogénéité de l'Assemblée régionale. Et c'est, je pense, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui a nourri mon envie de m'engager différemment ensuite. C'est une moyenne d'âge assez élevée. Alors, je n'ai rien du tout contre les gens expérimentés, mais il faut de la diversité. Enfin, si on veut que les assemblées représentent la diversité de la société française, il faut une mixité générationnelle, il faut une mixité sociale beaucoup plus forte qu'elle ne l'était, en tout cas à l'époque, au Conseil régional. Et donc voilà, j'ai pris conscience de à quel point l'Assemblée manquait d'hétérogénéité, manquait de diversité, et j'ai aussi pris conscience de à quel point, à partir du moment où on a la casquette d'élu, le regard des gens change, et du coup j'ai pris sur moi la méfiance que je pouvais ressentir en tant que citoyenne avant, je l'ai eu en tant qu'élu et auprès de... ça n'a pas été violent, hein, mais certains interlocuteurs associatifs, par exemple, avec lesquels je pouvais militer avant, à partir du moment où on devient élu, le discours devient un peu soupçonneux, source de soupçons, etc. Donc ça m'a donné envie de redonner confiance en la politique aux gens autour de moi qui pouvaient l'avoir perdu, quoi. Ouais, et ça vous avait pas fait peur, justement, d'arriver là-dedans, d'arriver dans le grand bain? Non. Non. Non, j'ai pas peur. Non, ouais. Ça fait partie. Non, mais voilà, ça fait partie de mes traits de caractère. J'ai pas peur de grand chose. Et en tout cas là, j'ai pas eu peur de cette nouvelle expérience d'engagement. En tout cas, voilà, pour être plus juste. Donc j'étais plutôt très enthousiaste. Et comme j'étais la Benjamine, j'étais entourée de beaucoup de bienveillance. Il faut le dire, que ce soit des collègues de mon groupe ou franchement de tous les groupes de l'Assemblée, quoi. Ouais. En avril 2018, vous en avez parlé, Poitiers Collectif. Vous commencez à avoir cette idée de collectif. Après, c'est en octobre que ça devient officiellement un mouvement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase, le projet avant les têtes avant la tête. On l'a beaucoup répété. Et vous l'avez beaucoup répété. Pourquoi créer ce collectif-là? Donc avec cette envie, j'imagine, des élections municipales en tête 2 ans plus tard. Pourquoi créer ce collectif? Qu'est-ce qui vous a donné envie de, pas, entre guillemets, juste rester à la région, par exemple, ou aller faire autre chose? Parce que... Et je dis vous, et vraiment je le pense collectivement, parce que c'est quand même vraiment l'objectif du collectif, parce que quand vous vous engagez, j'imagine, en 2018, j'étais pas dans cette idée de devenir maire. Absolument pas. Si je commence par la fin, vous avez dit pour ne pas faire juste la région, moi à l'époque, le mandat à la région, donc de 2015 à 2020, était quand même un apprentissage express pour moi de la politique, et là encore j'étais dans un milieu où on m'a fait confiance très tôt. Et donc en 2018, je suis devenue présidente du groupe écologiste à la région. En gros, je me plaisais énormément dans ce mandat-là et je me serais bien vue continuer dans cette veine-là. Donc c'était pas du tout l'objectif n'était pas de délaisser le mandat régional, mais plutôt de partir des constats que j'avais, donc ce manque de diversité des élus et cette défiance envers la politique contre laquelle j'avais envie de lutter. Et cette volonté du coup de m'engager à l'échelle locale, hein, la région c'est quand même loin, donc faire quelque chose pour Poitiers, pour ma ville. Et du coup avec des gens autour de moi, beaucoup issus du milieu de l'éducation populaire, du milieu associatif, qui comme moi partageaient un peu ce constat de les partis politiques font pas rêver, le personnel politique est pas hyper à notre image, donc on a envie de faire les choses et personne nous attendait, donc tant qu'à faire autant tenter de se lancer. Donc on se dit de manière un peu présomptueuse certes, mais en 2018 ok, on a 2 ans, on va gagner la mairie avec un collectif citoyen et en étant vraiment en faisant de la politique à notre image et sans autre contrainte que notre envie, puisqu'au début on était dans le cadre d'aucun parti politique. Et avec vraiment l'objectif ferme de redonner confiance à l'échelle politique. C'est pas forcément possible à l'échelle nationale, mais on était convaincus que c'était possible de le faire à l'échelle locale. Donc c'est vraiment ça qui nous a apporté, et de démontrer que c'était possible de faire autrement. Avec du coup vous l'avez cité, hein, mais on s'est dit puisqu'on a une liberté totale, autant faire les choses dans ce qu'on considère être le bon sens. Et on en avait marre des propositions politiques où on ne voit que la tête et on ne parle que de la tête, surtout à l'échelle locale où c'était très prégnant chez nous, avec une forte incarnation du maire et moins de son équipe. Bref, du coup, on a passé 1 an à construire un projet de manière totalement ouverte, participative, avec des groupes de travail très ouverts sur la ville. Ensuite, on a désigné l'équipe. Et ensuite, on a désigné la tête. Et vraiment, initialement, c'était absolument pas un plan de carrière pour moi de devenir ni candidate ni maire, hein, parce que clairement, on ne s'était pas gagné d'avance cette élection.
Et ce sont mes collègues, mes collègues aujourd'hui élus, à l'époque candidats, qui m'ont désigné lors d'une élection sans candidat. Donc je tire ma légitimité de l'engagement que j'ai pu mettre dans le projet et du choix de mes camarades. Ouais. Et justement, si vous commencez déjà un peu à expliquer la sociocratie, plus ou Ouais. moins, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette forme de cratie, comment le dire exactement, cette forme d'organisation, on va dire ça comme ça. Oui, alors l'approche politique sur laquelle on a fondé Poitiers Collectif, c'est celle du municipalisme. C'est vraiment celle de dire, l'ambition, c'est en tout cas de reprendre la main à l'échelle locale, d'avoir une autonomie la plus grande possible à l'échelle locale sur tout ce qui est essentiel à l'organisation de la vie collective. En gros, d'être voilà, et donc ça, effectivement, nourrit des principes de la sociocratie, c'est-à-dire un pouvoir qui est exercé de la manière la plus horizontale possible, ou en tout cas la plus collective possible. Il y a une différence entre l'horizontalité et la pratique collective, et voilà, on l'a fait aussi, l'apprentissage de ça. Mais donc, c'est-à-dire que essayer de s'émanciper un peu du culte du chef, avec un chef unique qui déciderait, puisque jusqu'à la fin, on n'a pas eu de chef. Enfin, on avait des espaces de décision très clairs. Mais par exemple, on avait... vraiment, on tenait fortement au principe de transparence, à ce que toutes les décisions soient prises de manière transparente. Et on avait une plénière publique par mois où tout le monde était bienvenu. Et c'est le cadre dans lequel ont été prises les décisions les plus stratégiques, comme le vote du programme, des débats sur des points sur lesquels il y avait des différences, des divergences d'interprétation sur le programme. C'est là qu'a été voté le choix des alliances avec différents partis politiques. Ouais. Donc, on a tenu bon sur cette dimension très collective, très ouverte et transparente. Et ça fait partie des principes de la sociocratie, quoi. Et alors, quand vous êtes pas encore élu à la mairie, mais justement là, élu pour représenter la liste, ça vous fait quoi ? C'est à la fois, je le prends comme une reconnaissance, parce que c'est quand même une soirée là encore, on a poussé assez loin le principe de la transparence. C'est une soirée qui était donc en public, en live sur les réseaux sociaux, qui a duré 6 ou 7 heures, je sais plus. Mais c'était un exercice éprouvant, mais en même temps où le débat était hyper intéressant, en fait, parce que déjà c'était une reconnaissance pour l'engagement que j'avais mis dans le projet, comme d'autres. C'était toujours une aventure collective, tout ça, depuis 3 ans. Et puis, s'est posé la question, on était au cœur du réacteur politique, c'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit purement à l'image de Poitiers Collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais été élu, c'est quelqu'un qui n'a pas sa carte dans un parti, mais au risque qu'il ne soit pas du tout connu et qu'il soit perçu comme quelqu'un d'inexpérimenté, donc qu'il nous fasse... qu'on ait moins de chances de gagner avec ce profil-là, ou est-ce qu'il faut faire des compromis avec la pureté citoyenne, on va dire, et avoir quelqu'un qui, comme moi, là encore, j'étais presque la vieille politique de service, j'avais même pas 30 ans à l'époque, mais quelqu'un donc, qui est encarté, qui est déjà élu, mais qui, du coup, étant un peu plus connu, a plus de chances de nous faire gagner. Donc, c'est vraiment un débat qui était très intéressant, et donc... je l'ai pris comme une reconnaissance de ma sincérité aussi dans l'engagement sur le collectif citoyen, et puis comme une vraie marque de confiance. Je n'ai trouvé aucun process de désignation qui légitime plus une tête de liste que celui-ci, franchement. Ouais. Et donc vous faites... alors donc la mairie, à ce moment-là, ça faisait 43 ans qu'elle était occupée par des socialistes. Exactement. Et donc le 28 juin 2020, vous gagnez avec 42,8%, quasiment 43% des voix. J'ai cette question qui m'est en tête. Est-ce que vous vous y attendiez ? Mais on y croyait, en tout cas. Enfin, je veux dire, je voudrais pas. Enfin, souvent on me pose la question et en sous-entendant, bon, ok, c'était surprise, vous étiez pas prêt, quoi. Enfin, non, franchement, on a fait un travail. En tout cas, vraiment, on s'est donné les moyens d'y arriver et de préparer très sérieusement cette élection, comme si on allait réellement être aux manettes demain. Donc, un programme hyper complet. On avait déjà, on avait anticipé la question des délégations, par exemple, etc. Donc c'était pas gagné d'avance et ça a généré une forte surprise et un bouleversement dans la vie politique à Poitiers. Mais nous, on était prêts de notre côté à... En tout cas, autant qu'on peut l'être avec pas d'élus sortants, ou très peu. On s'était préparé à être élu, quoi. Ouais. Et alors, juste sur la partie campagne, parce que... alors, vous étiez en campagne pour les régionales, j'imagine ? Comment ça s'est passé Ah non, en les 2015 ? régionales, c'était après.
Les régionales, c'était en 2021, donc... Ah non, mais quand vous êtes arrivé... En 2015. En 2015, ouais. Il y avait une campagne. Oui, alors... Oui, mais... franchement, là encore, ouais, que j'ai suivi d'assez loin, puisque Ouais. je me suis laissé porter, clairement. Ouais. Alors justement, cette campagne, pour le coup, où c'est vous la tête de liste, comment vous la vivez? Parce que ce qu'on imagine de la politique, déjà, il y a la politique et le politique, ou la personne en tout cas qui s'investit en politique. On peut imaginer qu'il peut y avoir des coups bas et que ça peut être un peu mauvais parfois. Alors ça s'est peut-être très bien passé, et je ne sais pas, mais comment on vit quand on est tête d'affiche, et on verra aussi après quand on est élu maire, parce que voilà, on n'a pas toujours que des sourires, j'imagine, dans les personnes qui viennent nous voir et sur les réseaux sociaux, etc. Sur les réseaux sociaux encore moins, Sur les réseaux sociaux encore moins. Mais comment déjà se passe la campagne, et est-ce que vous la vivez bien, cette campagne? Oui, parce que la campagne, on avait... lorsque on avait... les principes qui guidaient le projet, c'est-à-dire notamment le collectif, étaient ceux qui guidaient aussi notre campagne. Donc en fait, il y avait aussi une forte attention du groupe parce qu'il n'y a pas une mise en avant trop solitaire de la tête de liste. Donc j'étais toujours, on avait quelques principes d'être toujours accompagné lors de la réponse aux médias, autant que possible en tout cas, plusieurs sur l'affiche. J'ai bien vécu la campagne parce que c'était absolument pas un exercice solitaire, sauf à la toute fin lorsqu'il y a eu des débats d'entre-deux tours, par exemple avec les candidats et tout. Mais sinon, on était une super équipe. Donc, et puis comme, on avait un principe, c'est on trace notre route. Donc il y avait des critiques qui beaucoup se sont portées jusqu'à la toute fin sur le manque de... on nous prenait pas au sérieux, donc en fait on essayait de nous décrédibiliser complètement. Et à la fin, on commençait à faire peur, et notamment dans l'entre-deux tours, et donc c'était des attaques sur... j'avais par exemple l'attaque ultime de mon prédécesseur lors du débat d'entre-deux tours, ça m'a fait rire, c'était... de outer mon extrême gauchisme en disant que j'avais parrainé par Philippe Poutou à la précédente présidentielle. Ce qui était vrai, mais pour moi, c'est une question de républicaine, quoi. Je considère qu'il avait le droit de se présenter, donc je l'ai parrainé, mais sans cacher mon appartenance écologiste par ailleurs. Bref, il y avait eu la volonté de se saisir de tout ce qu'il pouvait trouver pour faire peur à notre égard, et ça n'a pas marché, mais globalement, on traçait notre route et on répondait très peu aux critiques. Et on avait un principe, c'est de parler du positif uniquement, de ne pas répondre aux critiques, aux attaques en tout cas politiciennes qu'on peut attendre dans une campagne. Et ça nous a plutôt réussi. Ouais. Donc vous avez été élue la première femme maire de Poitiers, l'une des plus jeunes en France d'une grande ville en tout cas. Ça vous fait quoi d'entendre ça? C'est normal, encore une fois? Non, ça fait plaisir? C'est pas normal, ça fait plaisir, ouais, ça fait plaisir. C'était vraiment une immense fierté, quoi. Et puis encore une fois, pas tant pour moi, disons, une fierté pour tout le travail qu'on avait fait pendant 3 ans. Et puis, oui, la fierté quand même de se dire qu'on a ouvert la voie, quoi. Et cette question du symbole, disons que le fait que je sois une femme, ça a aussi pesé dans le fait d'être choisie pour une candidate, parce que ça a incarné le renouvellement aussi. Ça faisait partie de l'incarnation du renouvellement qu'on voulait porter. Mais disons que cette question de symbole de femme, de première femme maire de Poitiers, j'en ai vraiment pris conscience le lendemain de l'élection, puisque j'avais des petites filles qui m'arrêtaient dans la rue. Je me souviens d'une petite fille en particulier qui dit « Ah, mais c'est la maire de Poitiers, mais moi demain je vais faire comme ça, quoi. » Et donc l'espèce d'incarnation de modèle, notamment pour les jeunes filles, j'en ai pris conscience après l'élection, quoi. Et effectivement, c'est assez fort de se dire que maintenant c'est possible, et qu'il y aurait eu un précédent, et que maintenant être maire de Poitiers, c'est possible aussi pour les femmes. Vous aviez des exemples, des inspirations de femmes engagées en politique? J'ai pas de grandes figures féminines prépondérantes. Je suis attirée par les figures qui sont très éthiques. Par exemple, ce qui m'a fait pour la première fois m'intéresser à l'écologie politique, c'était la candidature d'Eva Joly à la présidentielle. Bon, après, avec le succès qu'on lui connaît, mais je trouve que c'était quelqu'un qui envoyait une image de sincérité et d'être à la fois très rigoureuse sur ses valeurs et à la fois plutôt dans la douceur. Après, des grandes figures comme Simone Veil, il me semble aussi fondatrice pour l'héritage que portent les femmes politiques aujourd'hui, tant en termes d'incarnation que de combats sociétaux. Donc voilà. J'avais envie de lire juste, c'est un passage de votre discours quand vous êtes arrivé à la mairie, si ça vous va de lire ça. Avec plaisir, se remémorer les bons moments, c'est toujours bien. Exactement.
Et en plus, la partie sur vous commence comme ça. Ne doutez pas, soyez-en sûrs, vous toutes et tous, vous avez en commun quelque chose de précieux. Face à un état du monde très préoccupant, marqué par de nombreuses injustices, de nombreuses incertitudes, vous ne cédez pas à la résignation ou à la passivité et vous vous engagez. Dans un monde marqué par le repli sur soi, souvent par la perte de sens, vous affirmez par l'action votre confiance en l'engagement collectif. Alors, c'était pas tout à fait là. Enfin, si je peux. Ah ben C'est un alors, discours que allez-y, j'ai parce prononcé. que... Ouais. C'est juste que c'est un. En fait, lorsqu'on est arrivé, on a lancé ce qu'on appelle la fête de l'engagement parce Oui. que c'était le 14 juillet, donc c'était important. Enfin, ça avait du sens pour nous que le 14 juillet ce soit une fête patriotique telle qu'on la pratique, Tel qu'on telle la que les gens connaît, ouais. l'attendent, Mhm. mais aussi une fête pour célébrer l'engagement citoyen sous toutes ses formes. Et donc, on a ajouté au 14 juillet une fête de l'engagement pour accueillir je dirais, les forces vives et engagées du territoire. Donc, Ouais. non seulement Donc les... c'était dans ce cadre-là, ouais. Voilà, c'était dans ce Ok. cadre-là. Voilà, pour Ça marche, saluer c'était pas- l'engagement ok, bénévole, bon, bah. citoyen, associatif, militaire, sécurité civile, tout ce qu'on veut, quoi. Ok. Mais je pense profondément ces mots sur le sens de l'engagement. Oui. J'imagine. Je viendrai un tout petit peu après sur la partie écologie et politique, mais je veux juste aller sur les... Parce qu'on le sait, mais c'est quand même pour les personnes qui nous écoutent. Les premières mesures que vous avez mises en place, vous baissez votre rémunération d'un tiers. Enfin, Oui. c'est ça. Et la première mesure, vous l'avez dit, vacances pour tous. Voilà. Il y en a d'autres, enfin, et vous pourrez les donner, j'imagine, mais pourquoi faire ces premières mesures, pourquoi faire ces premiers gestes, entre guillemets Sur la toute première, en fait, on a commencé par, je dirais, accorder notre pratique du pouvoir à nos principes. C'est-à-dire que le partage, c'était une valeur qui nous tenait vraiment à cœur. Et donc, les médias ont beaucoup retenu que j'ai baissé ma rémunération, mais c'était pas ça le principe. Le principe, c'était de la baisser pour mieux partager, parce que vous savez que les rémunérations, on les choisit pas, c'est la loi qui les détermine. Enfin, la loi détermine l'enveloppe, le gâteau qu'on peut partager. Ouais. Donc j'ai réduit la mienne pour qu'elle soit mieux partagée entre l'ensemble des collègues élus. Mhm. Et dans la même manière, on a fait le choix de dissocier la présidence de Grand Poitiers, notre communauté urbaine, et la mairie de Poitiers. De tout temps, le maire de Poitiers était aussi président de la communauté urbaine. Là, on a fait le choix de soutenir une autre candidature, une autre femme, et là encore une première femme élue à la tête de la communauté urbaine, pour un meilleur partage des responsabilités. Voilà, ouais. C'est un défi en termes d'organisation, mais c'était une question de cohérence. Et Vacances pour tous, c'est la première mesure de politique publique qu'on a mis en place en 1 mois et demi, parce qu'on sortait juste du confinement, et il y avait des enfants qui avaient passé plusieurs mois enfermés dans des petits appartements, et donc c'était le moment plus que jamais de lancer cette politique qui était dans notre programme, mais il y avait une urgence, pour moi, une urgence sociale, de permettre aux enfants de sortir de leur quartier, de retrouver du collectif. Et c'était aussi une manière d'aider les associations d'éducation populaire, organisatrices de colo, qui avaient été en grande difficulté pendant cette crise. Et depuis, c'est l'une de nos politiques qui marche le mieux. On a réussi à faire partir plus de 12 000 personnes depuis 3 ans, et ça va continuer. J'imagine. Pendant les élections de 2020, il y a une belle vague de maires écologistes en France. À Bordeaux, il y a eu Pierre Urmic, évidemment. Est-ce que... J'ai envie de dire, pourquoi vous, il y a 3 piliers quand même, la partie écologique, enfin climat, justice sociale et démocratie. D'après vous, pourquoi il y a eu autant de nouvelles et de nouveaux maires écolos en France pourquoi, tout simplement. Enfin, est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce qu'il y a un besoin de renouveau ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'écologie ? Je me fais l'avocat du diable 2 petites secondes. En fait, il y a eu beaucoup de victoires, et je tiens à souligner, parce qu'on en a moins parlé, mais aussi dans des villes moyennes et petites. On cantonne souvent l'écologie aux grandes villes, mais en fait... ça a été le plus visible, disons, le plus retentissant, entre guillemets. Mais voilà, l'écologie progresse partout, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'on a eu autant de succès ? Je pense que on a su peut-être... on a tous des profils qui ne sont pas les pros de la politique, et je pense que vraiment on a su répondre à une attente de renouvellement des profils qui était très attendue par la population. Et on a tous été des profils, par exemple Grégory Doucet. Bon, peut-être Pierre Urmic à la rigueur, c'est je dirais le contre-exemple, mais Grégory Doucet vient de la société civile, Jeanne Barséguian aussi, plutôt jeune, donc voilà. Et on avait aussi des équipes, aucun n'a été élu sur un programme 100% ELV, ni sur une équipe 100% ELV. Tous ceux qui ont gagné ont porté des équipes qui étaient sous le signe de la diversité, du rassemblement des organisations de gauche, mais souvent aussi une très large place laissée à des profils citoyens. Et là aussi, je pense que ça correspondait à une attente de renouvellement de la pratique politique par les citoyens. Donc on a tous, si vous voulez, on a tous porté une écologie hyper ouverte, hyper citoyenne. Et c'est ça qui a fait la clé de la réussite. C'est pas tant le besoin d'écologie uniquement,
oui, la prise de conscience écologique progresse partout dans la société, et en particulier dans les grandes villes, et c'est super. Mais si on avait été 100% écolo pur jus, enfin pur jus dans le sens un peu fermé, quoi, je veux dire, ça n'aurait pas marché. Ouais. Et alors, j'ai tellement de questions qui me viennent en tête, je vais essayer de les organiser. J'ai l'impression que sur justement la vie locale, cette politique écolo, en tout cas les personnes sont attachées à ça, les citoyens et citoyennes, mais c'est une politique nationale, on n'y est pas encore du tout. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on l'explique? Est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que... Parce que c'est vrai que c'est assez entre guillemets fou. Effectivement, on entend de plus en plus parler d'écologie. Le bouquin que j'aime, il y en a plein d'autres qui se développent dans les librairies, ils sont mis en avant. Et personne n'entend parler. Il y a un travail des médias qui évolue doucement mais sûrement, parce qu'il y a un gros travail des médias à faire là-dessus. Et donc au quotidien, j'ai l'impression que les gens sont affectés et font attention à ça, et même dans les sondages, hein, c'est pas qu'une impression, si je ne m'abuse. Hein, le réchauffement climatique fait partie des points d'attention de la plupart des Françaises et des Français. Donc d'un point de vue local, ça avance, mais j'ai l'impression pas du tout, quasiment national. J'exagère à moitié. Non, vous avez raison. Il y a deux raisons à ça. Enfin, deux raisons. Si c'était simple, ça se saurait. Mais en tout cas, j'ai deux manières d'y répondre. Enfin, il faut reconnaître, hein, clairement, nous n'avons pas su proposer une offre politique suffisamment crédible en tout cas perçue comme suffisamment convaincante par les citoyens et les citoyennes pour leur donner envie de voter pour nous au niveau national. Et quand je dis nous, c'est certes les écologistes, mais y compris même la gauche toute rassemblée comme la dernière fois, la NUPES n'était pas majoritaire. Donc on a un énorme boulot à faire pour convaincre une large part de la population que nous pouvons collectivement, et en rassemblant nos histoires, nos forces, porter une vraie alternative qui place les enjeux climatiques en priorité. Donc il y a une question d'offre politique en face, et en tant que, le mouvement écologiste doit en prendre toute sa part, très clairement. On doit mieux tenir compte de ce qui a fait les ficelles du succès aussi au niveau local, très clairement, être plus pragmatique dans l'approche, savoir se montrer que notre projet, il s'applique à toutes les compétences, tous les enjeux politiques, pas simplement l'environnement. En tant que maire, pour aucun d'entre nous, l'écologie n'est l'environnement n'est la première de nos compétences. Pour tous, à l'échelle d'une ville, c'est l'éducation, le social et la propreté publique, quoi. Donc. Et la deuxième raison, c'est qu'aussi fondamentalement, malgré tout, les gens sont, je pense, prêts à des changements qui concernent l'échelle locale, parce que c'est positif. Végétaliser les cours d'école, c'est merveilleux en termes de qualité de vie pour les gamins. Les pistes cyclables, c'est super. Bon, ça fait râler, mais quand même, à terme, ça convainc plutôt les gens, c'est ce qu'ils attendent. L'alimentation locale dans les cantines, voilà. Mais fondamentalement, lutter contre le changement climatique et s'y adapter, ça mérite un projet politique, un changement politique assez drastique. Et je pense pas que tout le monde soit prêt. Enfin, enfin voilà, c'est un enjeu politique, et même si les gens sont conscients du changement climatique, de son avancée, de son importance, je ne suis pas sûre que tout le monde soit prêt à accepter les changements drastiques qui seront nécessaires à l'échelle nationale, mais bien plus encore internationale, parce qu'on n'y arrivera pas si on change uniquement la France. Mais donc voilà, c'est une question de rapport de force politique aussi, de conviction citoyenne avant tout. Ouais. Je pense que notre position dans les villes, elle est particulièrement stratégique, puisqu'on rassure en fait sur le fait que c'est pas, l'écologie peut aussi être tout à fait apporter du positif et être tout à fait compatible avec un bien vivre, voire que ça améliore le bien vivre. Donc on a un gros boulot à faire pour rassurer et pour convaincre au niveau local. Et au niveau national, c'est aussi une question d'être clair dans la confrontation des projets politiques qui sont compatibles ou pas avec le changement climatique. Parce qu'on on pâtit aussi du fait que tout le monde parle d'environnement, tout le monde parle de climat, et du coup ça donne l'impression qu'en fait il suffit de s'en saisir, que tout le monde s'en saisisse, puis le problème sera réglé. Non, en fait, fondamentalement, les projets politiques qui sont basés sur le productivisme, par exemple, c'est fondamentalement incompatible avec la lutte contre le changement climatique. Et ça, il faut qu'on réussisse à mieux le faire comprendre. Et alors, comment on fait quand on est maire d'une ville comme Poitiers, quasiment 90 000 habitants, c'est ça, à peu près ? Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus de 90 000 habitants, pour avoir ce discours-là auprès à la fois des citoyennes et des citoyens, mais aussi des entreprises, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent. Parce qu'on est d'accord, et moi je suis persuadé qu'effectivement, il faut ralentir. Ralentir ou périr, c'est l'un des titres du dernier bouquin de Timothée Paric. Non, c'est ça ?
Je sais plus, j'ai un doute. Peut-être, bref. Et là, vous êtes dans un livre qui s'appelle Les Échos optimistes. Comment on fait ? Comment on fait ? Après, c'est... Là encore, hein, s'il y avait une bonne recette, ça se saurait, mais je pense qu'il faut... quand on est à l'échelle locale, en tout cas, on est obligé de faire avec les gens d'où ils partent, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en gros, c'est l'échelle où on peut éprouver l'acceptabilité de certaines propositions ou pas, et où on peut vraiment faire ensemble. En tout cas, à Poitiers, c'est notre parti pris très fort, faire avec les citoyens, mais aussi les entreprises, les associations. Et à l'échelle locale, les changements ne peuvent pas se décréter. Certains si, les aménagements, etc. Mais globalement, le vrai changement, il doit être culturel. Et je suis convaincue qu'on ne le fera jamais mieux avancer que si on fait ensemble avec les principaux concernés par nos politiques. Et donc, par exemple, si on veut travailler avec les entreprises, arriver avec son logiciel tout fait, avec son langage tout fait, avec ses codes tout fait et imposer, ça ne marche pas. Donc, partir du milieu des gens qu'on veut convaincre, de leurs codes, de leurs pratiques professionnelles et avancer en partant de leur point de départ, c'est... en tout cas, c'est l'approche générale, la posture qu'on adopte à Poitiers et qui fait qu'on arrive à conduire des changements quand même importants, y compris avec des acteurs qu'on n'associe pas du tout toujours aux enjeux écologiques, quoi. Donc, ouais. Et vous parlez de changements importants. C'est quoi ? Est-ce qu'en 3 ans, vous avez eu le temps, justement, parce que tout ça aussi, il y a plein d'avantages au collectif. L'inconvénient que je verrais, à la limite, c'est le temps, justement. Est-ce que ça prend pas plus de temps de demander à tout le monde de faire en sorte ? Alors attendez, c'est pas parce qu'on fonde notre action sur le faire avec que à chaque fois qu'on prend une décision, il y a un référendum dans la ville. Non, ouais. C'est avant tout une question de posture. Encore une fois, c'est considérer qu'on n'a jamais raison tout seul et que si on veut que ça marche, il faut qu'on fasse avec les gens. Je suis convaincue qu'une décision et plus encore un projet est plus solide et plus efficace s'il est vraiment concerté au début, quoi. Et donc, au final, c'est quasiment à moyen et long terme un gain de temps. Absolument, absolument. Et donc, je sais plus quelle était votre question, mais c'est en gros, vous ai coupé. C'est le rapport au temps par rapport au faire en collectif. On lutte beaucoup contre ça. C'est sûr que vouloir fonctionner collectivement, c'est un défi en termes d'organisation interne, en termes de conciliation avec la vie institutionnelle, c'est un défi. Ça a été très complexe au début du mandat pour nous, mais clairement, notamment en termes de rapport avec les acteurs, je ne considère pas que ça nous a fait perdre du temps. Il y a eu un temps d'appropriation des partenaires, il y a eu un temps d'interconnaissance, mais les projets qui vont sortir d'ici la fin du mandat, ils vont être canons. Et ils vont être surtout très collectivement portés, quoi. Et on n'est plus à une ère où une mairie peut tout porter toute seule. Ne serait-ce qu'en termes de moyens, on ne peut pas, quoi. Donc non, je le vois plutôt très positivement. Ouais. Et vous l'imaginez comment, la ville demain, alors ? La ville demain ? Ouais. Mais on est... Là, aujourd'hui, surtout à l'échelle locale, on doit faire en sorte de réduire puisqu'on parle d'enjeux écologiques, réduire notre impact sur le changement climatique, mais aussi clairement adapter la ville à un changement qui est déjà là et faire en sorte que dans 10, 20, 30 ans, on puisse encore vivre bien à l'échelle locale. Et donc, j'imagine une ville une ville qu'on a aménagée pour bien vivre malgré une période un peu bouleversée, avec des rues jardins par exemple, avec des mobilités douces qui sont clairement favorisées. Et là, c'est l'un des grands projets qui va être fini d'ici la fin de notre mandat, c'est le fait de relier les deux cœurs de ville, le centre-ville et le pôle campus CHU. Poitiers, il y a un tiers d'étudiants, donc c'est une population hyper importante. Sur cet axe-là, on va avoir la Rolls, des pistes cyclables et des axes piétons-bus favorisés, quoi. Donc avoir complètement repensé les mobilités. Et puis, les politiques sociales me semblent particulièrement importantes à l'heure notamment, on vit quand même dans une société hyper anxiogène avec des changements climatiques, mais une crise économique, une crise démocratique. Et la question de la cohésion sociale est vraiment au cœur de notre action pour Poitiers. Et j'espère que la ville dont je rêve demain, c'est une ville où il y a... Vivre ensemble, c'est une expression un peu galvaudée, mais où quand même on a une vie de quartier active, où on a des associations actives, où à l'échelle de chaque quartier, on a l'accompagnement pour les personnes âgées isolées, la possibilité pour chaque enfant de partir en vacances, et donc pendant ces vacances, de rencontrer d'autres gamins, d'autres quartiers, de faire de la cohésion à l'échelle de la ville. Donc, la cohésion sociale, c'est hyper important pour moi, et c'est ce dont je rêve pour Poitiers demain. Ouais. Vous avez déjà été éco-anxieuse ? Oui, clairement, oui. Et alors, comment on fait pour combattre ça ? Parce que c'est vraiment un combat pour certaines personnes. Je suis éco-anxieuse, mais je me soigne bien, quoi, parce que l'action, en fait,
face à la peur, il n'y a rien de plus soignant, de plus rassurant que de s'engager et de plus utile par ailleurs, parce que rester prostré face à la peur, c'est pas bon pour soi et en plus ça sert à rien. Par contre, transformer sa peur en action, c'est la manière dont moi je lutte contre l'éco-anxiété et où je me dis qu'au moins j'aurais fait et j'aurais entraîné d'autres gens à faire de leur mieux pour que on se retrouve, pour que le monde de demain soit le plus vivable possible, quoi. Ouais, mais justement, est-ce que le monde d'hier et qui est encore là aujourd'hui, pour le Oui. coup, dans les politiciens, dans les institutions, etc., ils n'ont pas intérêt à ce que ça ne bouge pas et à ce que justement les personnes soient plutôt, entre guillemets, résignées. Oui, si, c'est sûr, c'est clair. Mais alors comment on fait justement là aussi pour faire en sorte que, parce que vous l'avez dit, pour être un peu moins éco-anxieux, et je me rends compte aussi, c'est d'être dans l'action, positive évidemment. Tout le monde ne l'est pas encore, et même je parlais des médias tout à l'heure, il y a encore un énorme travail, et quand on voit, avec le journal du dimanche récemment, mais d'autres médias, c'est pas, ça ne va pas dans le sens de plus de démocratie, de plus de social, de plus d'écologie. Comment on fait là aussi pour faire en sorte que les personnes s'engagent, ou les personnes se rendent compte aussi que tout est lié au final. Enfin, on parle d'écologie, mais ça va aussi avec le social, ça va, je trouve, avec la démocratie. Enfin, ce rapport au vivant, si je le prends plus largement, c'est un tout. Mais comment on fait ? Moi, je pense que c'est important de... Il y a quand même on dit souvent les jeunes, par exemple, sont moins engagés, etc. Oui, c'est vrai que les formes d'engagement conventionnelles sont en perte de vitesse. Et encore, mais il y a globalement peu d'adhérents dans les partis. Il y avait, jusqu'à la mobilisation contre les retraites, peu d'engagement dans les organisations syndicales. Bon, là, il y a eu un regain et c'est super. Mais du coup, on ne peut pas dire pour autant que l'engagement n'existe pas ou qu'il existe moins. Il existe différemment. Il y a je trouve qu'il y a un enjeu du mouvement politique écologiste de savoir accompagner la diversité des formes d'engagement qui se présentent, depuis l'engagement institutionnel dans les institutions, comme c'est le cas lorsqu'on est en responsabilité d'un exécutif, jusqu'à l'engagement le plus activiste qui clairement monte chez les jeunes. Et comment ne pas les comprendre ? Je veux dire, les formes d'engagement les plus classiques sont aussi méprisées par le gouvernement actuellement. Les manifestations ne sont pas écoutées, le Parlement... sont réprimées, même au-delà de pas être écoutés. Je le dis à votre ne place. Sont pas écoutées, voire pour certaines sont réprimées, mais c'est clair que pour le mouvement retraite, comme pour les manifs plutôt au climat, c'est réprimé. Le Parlement est complètement nié dans son rôle puisqu'on lui refuse de pouvoir se prononcer sur des réformes aussi importantes que les retraites. Les pétitions sont sans aucun effet. Même les dispositions style Convention citoyenne pour le climat, qui étaient pourtant impulsées par le gouvernement, on respecte pas le deal, quoi. Donc comment voulez-vous que la jeunesse en particulier, comment voulez-vous qu'on les convainque encore de s'engager dans ce type de dispositif sachant que le pouvoir en face ne leur donne aucune légitimité, aucune crédibilité. Donc il faut savoir aussi accompagner les mouvements les plus activistes. Alors moi je considère qu'il faut tenir bon sur les principes de non-violence, mais en même temps, il faut entendre la colère qui s'exprime, la peur qui s'exprime de toute une génération qui, clairement, on parle pas théoriquement, on parle des jeunes qui ont 20 ans et qui, dans 20 ans, dans 30 ans, ont 40, 50 ans. Il faut savoir accompagner la diversité. Il faut savoir accompagner et légitimer toutes les formes d'engagement. C'est pas les activistes, VS les associatifs, VS les politiques, c'est tous ensemble, aller décrocher des victoires. Et montrer que c'est possible, quoi. La question de l'exemple, elle est hyper importante, quoi. Si je montre que je peux mettre et ma vie et ma ville en accord avec mes principes, on permet de franchir une barrière, de passer du théorique au concret, quoi. Ouais. Et donc c'est uniquement via l'engagement. Et alors je pense à ça, mais je pense aussi et c'était dans le livre, et j'en entends souvent parler autour de moi, des petits gestes. Parfois il y en a qui se disent que ça sert à rien. Quand on voit, alors récemment j'en parlais avec des amis, mais c'était Neymar qui part dans je ne sais plus quel club seul dans un 747. Quelque chose de complètement débile. Mais bon, voilà, c'est une chose, mais là aussi, pas face aux personnes qui disent c'est foutu. Il y en a qui le disent, pour le coup, puis il y a des médias qui veulent faire croire ça. Parce que je dis que ce n'est pas le cas, pour le coup, c'est pas foutu. On fait quoi là aussi face à ces gens-là ? Comment parce que c'est aussi votre rôle, j'imagine, en tant que maire, quand vous croisez des personnes dans la rue qui viennent vous voir, pour leur dire que non, en fait, justement, tous ces gestes-là comptent. Et moi je dis souvent, on a deux cartes importantes, notre carte d'électeur quand même, aller voter, notre carte bleue, entre acheter sur Amazon et acheter au libraire du coin, il y a une différence. Là aussi, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi,
je méprise pas du tout les petits gestes parce que franchement, il y a beaucoup de gens pour qui ça correspond à un engagement sincère. Donc, mais ils sont importants, hein, je dis pas que... Non, mais je méprise pas les petits gestes, c'est si tenté que ce soit un premier pas. Oui. Parce qu'en gros, on a aussi, je trouve, une perte de conscience complète des ordres de grandeur et donc des gens qui disent ok, je vais acheter mon quinoa bio à la Biocop, par contre, je pars tous les week-ends aux Seychelles en avion. Enfin, j'exagère, mais parfois on entend des trucs comme ça, quoi. Il faut quand même avoir une idée des ordres de grandeur et de l'impact effectif de ces actions. Et que et c'est comme l'impact des messages dans les médias. Enfin, effectivement, vous avez raison. Hein, si vous étiez Neymar, je crois que vous avez dit. Voilà, Neymar, le jour où il dira j'arrête de prendre l'avion à tort et à travers parce que j'ai une conscience écologique et que je veux être mesuré dans mes pratiques, il aura 1000 fois plus d'impact que toute une ville qui se met à trier ses déchets, quoi. Enfin, donc il y a une question des ordres de grandeur dont il faut mieux faire prendre conscience. Et puis, et par contre, il faut aussi se dire que clairement, je reviens à la question du projet politique, quoi, considérer, comme le fait le gouvernement, que les petits gestes individuels égalent la réponse au changement climatique, c'est une approche ultralibérale, considérer que toute la responsabilité est à reporter sur les individus en faisant complètement fi du système dans lequel ils sont enfermés. Et du coup se dégageant de toute responsabilité politique en fait. Donc ça je comprends même pas que je trouve ça hallucinant que 20 ans après le début des petits gestes, le gouvernement en soit encore en train de parler de ne demandez pas de ticket lorsque vous faites vos courses, quoi. Enfin c'est quand même ridicule, quoi. Donc ça semble, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça va mieux en le disant. Les petits gestes comme unique réponse face au changement climatique, c'est une réponse ultralibérale, ultra culpabilisante pour les individus et qui nie le système dans lequel ils sont enfermés. Et un exemple que je donne souvent, un Poitiers-Londres, ça coûte entre 15 et 30 euros en avion, ça coûte 150 balles en train. Comment vous pensez que les gens ils ont vraiment le choix, enfin, comment est-ce qu'ils peuvent faire leur petit geste de partir en vacances en train plutôt qu'en avion si on n'oriente pas les politiques publiques de soutien, de subventionnement à ces différents types de transports en faveur de la transition écologique. Donc voilà. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à passer à l'action, quelle qu'elle soit, pour le coup. Parfois, c'est des pétitions. On l'a vu récemment avec le Parlement européen. C'était la première fois que je regardais le Parlement européen en live sur justement le moratoire sur l'eau, là. Enfin, je ne sais plus le terme. Sur les océans, pardon, les fonds marins. Récemment, qui a été voté à 8 voix près, c'est passé, ou 12 voix, je ne sais plus, ridicule, sur 640 personnes. Mais c'est grâce aussi à l'engagement d'activistes qui étaient sur le terrain face aux lobbyistes et à toutes les personnes, des choses toutes bêtes, mais sur Instagram, de partager une story pour mentionner des parlementaires et dire que voilà, on a un poids. Comment on fait pour que ces personnes-là, et je trouve que moi j'en fais partie, même si j'essaie de le faire de plus en plus, puissent là aussi passer à l'action et que ce soit via un engagement de vote, via une mobilisation quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il y a un déclic qui pourrait, que vous voyez des personnes autour de vous, ou est-ce que c'est à chacun va à son rythme aussi, mais en même temps, il y a ce côté temps qu'on n'a pas non plus énormément. Je conçois que la question est un peu compliquée. Non, mais là encore, s'il y avait une bonne réponse, ça serait. En fait, ce qu'il faut... Là, maintenant, ça fait quand même... on a du recul maintenant, je veux dire, sur les alertes climatiques. Et on peut faire le deuil d'une certaine... approche qui disait que lorsque les gens sauront la réalité scientifique du changement climatique, forcément ils prendront conscience des changements et donc rationnellement ils changeront. On peut faire deuil de ça, effectivement. Oui, mais sauf que du coup, c'est tout à fait récent, je trouve, qu'on prenne conscience de ça. C'est-à-dire que pendant encore longtemps, la stratégie politique, et y compris celle de mon parti, c'était d'alerter, de se mettre en position de lanceur d'alerte. Attention, le changement climatique, c'est dangereux. Et donc... là, en fait, on se rend compte que, et ça revient à votre question de tout à l'heure aussi, là, pendant des années, on a lutté contre le climato-scepticisme, qui revient, mais bon. Et là, on doit lutter contre le climato-fatalisme. Enfin, effectivement, ce que vous mentionniez sur le côté c'est foutu, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, c'est d'une dangerosité monstrueuse. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et que ça, autour de moi, ça change très vite, que plein de gens ont entériné le fait que ça y est, le changement climatique, il est là, ils disent pas le contraire, mais puisque aujourd'hui, les seuls effets, c'est ok, on a des étés plus chauds, ok, c'est pénible, mais ça reste vivable, quoi. J'ai peur que du coup, on perde encore énormément de temps avec l'idée de finalement le changement climatique, c'est compatible avec le fait de bien vivre, modulo quelques ajustements. Il fait juste chaud de temps en temps. Voilà, il fait juste chaud de temps en temps. On sait que c'est dramatiquement faux. Enfin, je veux dire, tous les scientifiques le démontrent qu'une fois qu'on aura perdu les glaciers, il y aura plus d'eau dans les rivières, dans les vallées, qu'on aura des grosses difficultés avec l'agriculture. On sait que voilà,
on aura beaucoup plus de mal à recharger les nappes et donc à approvisionner en eau potable. Enfin bon, je vais pas citer 1000 exemples, mais donc et je lis pas mal le site de Bon Pote, comme vous, je pense aussi, et lui, il documente pas mal le fait que, là encore, l'évidence scientifique a beau être partout, ça ne suffit pas à ce que les gens passent à l'action, et que donc, ce qui compte, c'est le fait d'avoir des exemples, d'avoir une forme de bouche à oreille, en fait, des gens qui en parlent, des gens qui assument de plus en plus ouvertement leurs pratiques, leurs convictions politiques, le fait d'avoir des relais d'opinion dans les médias, la question du récit, c'est un peu une tarte à la crème, mais la question du récit, de la communication, de comment est-ce qu'on s'empare de toutes les sphères qui sont les nouveaux espaces publics aujourd'hui. Ça, c'est vraiment la clé. L'exemple, la communication, les relais d'opinion, c'est la clé. Et le fait de montrer aussi très concrètement combien ça peut aussi être positif. On revient sur les villes. On a beau être très, très frustré. En tout cas, c'est mon cas parce qu'à l'échelle de Poitiers, on ne va pas régler la situation du monde. Mais pourtant, très souvent, on s'appuie sur ce qui est fait à Poitiers, sur, encore une fois, les rues Jardin, les vacances pour tous, pour dire que une société écologique, c'est positif en fait, c'est du bien vivre pour les gens. Et les gens ont besoin de ça pour être rassurés et à la fin et passer à l'action, j'en suis convaincue. Oui, parce que les vacances pour tous, ça a été copié entre guillemets dans d'autres villes, si je ne m'abuse. Non, mais je le revendique pas. En tout cas, ça a été reprend un héritage des villes, banlieues rouges communistes, je veux dire, et encore une fois, de combats sociaux du XXe siècle. Je dis juste que nous, on en a fait un enjeu politique, donc on se l'est réapproprié comme une revendication forte. Et donc, de fait, effectivement, ça a donné aujourd'hui, pas que nous, mais conjugué avec un plaidoyer des organisations, ça a donné des propositions de loi, ça a donné d'autres villes comme Marseille qui s'en saisissent. Donc oui, c'est top et ça incarne une vision de l'écologie sociale et populaire qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. La politique, ça peut changer les choses ? Oui. Parce qu'en fait, je dis ça, je fais exprès là aussi, mais on peut perdre confiance en la politique ou en le politique. Oui, sauf que du coup, si on s'y intéresse pas, la politique, elle continue à avancer. En fait, non, mais c'est ça aussi. J'entends beaucoup de gens qui font le choix de ne pas être dans la politique, ou de ne même plus voter parce que, ce qu'ils disent, justement, je privilégie les petits aides, je privilégie de faire changer les choses dans mon entreprise, c'est super. Sauf que le système reste dominé par la politique, en fait, et par la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire les lois qu'on se dote, les lois dont on se dote, les négociations qu'on porte pour nous au niveau européen. Et même si on n'aime pas la politique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, et même encore en cette rentrée, très clairement, je peux pas vous dire que ça donne super envie, quoi. Mais on ne peut pas faire sans. Et donc, il faut s'efforcer. J'aime pas être dans l'injonction, mais en tout cas, notre génération, si on veut remporter les batailles climatiques, sociales, démocratiques, il faut faire changer les choses de l'intérieur en politique. On a besoin de la politique. Et d'ailleurs, heureusement, en un sens, puisque le jour où on aura un système autoritaire, on n'aura que nos yeux pour pleurer. On a besoin de défendre ce système démocratique, on a besoin du coup de conserver les organisations politiques qui le structurent, mais il faut les faire changer de l'intérieur pour que les pratiques politiques, elles redonnent confiance aux gens, elles donnent envie aux gens de voter, de s'investir, de participer à des mobilisations communes. Donc si on ne change pas la politique, on ne gagnera pas les batailles. Voilà, j'essaye de le prendre autrement, et on ne peut pas s'exonérer du milieu politique, quand bien même on ne l'aime pas. Il est un déterminant majeur de nos vies aujourd'hui et demain. Et vous avez vu justement, depuis que ça fait 3 ans, vous êtes à peu près à mi-mandat, plus ou moins, une évolution du regard envers la politique et la politicienne, la mère que j'ai face à moi. Oui, alors nous, on a été élus dans un contexte particulier avec un taux de participation très bas. On s'est toujours dit qu'en gros, on aura gagné lorsqu'on aura gagné 10 points de plus de participation, mais par rapport à l'élection d'avant, pas forcément par rapport à 2014, par rapport à l'autre. Donc on a peu eu... Forcément, les taux de participation ont remonté depuis, mais on n'a pas eu l'occasion de mesurer un résultat effectif. Sur la perception des gens, oui, je perçois un changement... disons que les gens qui nous ont choisis parce qu'on incarnait le renouvellement, sont plutôt, je pense, convaincus de notre approche, puisqu'on tient les promesses à cet égard, c'est-à-dire une incarnation collective, une très forte délégation aux élus. C'est-à-dire mes adjoints ont beaucoup de responsabilités, par exemple. Je pense que je n'incarne pas la même chose que mon prédécesseur en termes de pratique du pouvoir, en termes d'image. Mais il y a aussi un paradoxe qui est que les gens veulent beaucoup de renouvellement, veulent beaucoup de collectifs, en ont marre de voir qu'une seule tête, mais en même temps, les gens demandent toujours la mère. Et si c'est pas la mère qui vient à leur réunion, ils le prennent comme du mépris, alors que évidemment pour moi l'adjoint a toute ma confiance et c'est lui qui les connaît mieux. Donc il y a quand même, les gens sont dans des injonctions un petit peu non pas contradictoires mais complexes. Donc la figure de la mère reste très importante, c'est à notre corps défendant. Franchement, je le mesure depuis 3 ans. Et les gens ont quand même aussi, ce que vous évoquiez sur le collectif égal le bazar, c'est le principal angle sur lequel nous attaque notre opposition aujourd'hui.
Et il faut l'entendre parce que dans la période anxiogène dans laquelle on vit, les gens ont aussi besoin de sécurité. Et sécurité égale ordre, mais je veux dire au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression ils doivent sentir que les politiques sont bien conduites, que les choses roulent dans l'administration, que les services publics sont bien à leur place, que les délais sont tenus, qu'il y a une police de proximité. Enfin, donc ça, il faut aussi l'entendre. Et voilà, c'est important de renouveler les pratiques et les profils, mais la période n'est pas propice à casser tous les codes non plus, je pense. Il faut rassurer quand même les gens. Ouais. Et alors vous aussi, dans ce rôle, comment on fait pour à la fois être sursollicité, j'ai eu de la chance déjà d'arriver juste avant la rentrée, d'avoir cette interview, exactement, d'être hyper sollicité, d'avoir, j'imagine, envie de faire avancer les choses le plus possible, mais bon, à un moment donné, ça prend du temps. Comment on gère cette organisation, cette sursollicitation parfois, encore une fois, cette envie d'aller très vite, j'ai perdu le terme, mais comment vous faites? Est-ce qu'on médite quand on est maire? Comment on prend le temps là aussi? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un engagement qui est beau envers les citoyens, les citoyennes, et envers la mairie évidemment, mais c'est comme un entrepreneur, un sportif, il y a soi aussi. Comment on fait pour en prendre soin quand on est maire? Bon, alors moi je suis pas de nature très méditative, donc disons que ça ne me manque pas depuis que je suis élue. Ouais. Non, mais au-delà de la blague, vous avez raison. C'est sûr que le mandat de maire, c'est un mandat où on pourrait passer 300% de son temps. Enfin, je veux dire, et où on passe énormément de temps parce que la représentation est importante, parce que le contact humain est important, et surtout après un début de mandat où on a passé 1 an et demi sans rien pouvoir faire de réunion publique, par exemple. Enfin là, il faut être présent partout tout le temps, donc c'est très très prenant. Je le vis pas comme une souffrance pour ma part parce que bon, de fait j'ai pas, par exemple, j'ai une vie de famille assez légère aujourd'hui, donc je peux pas, je peux y consacrer énormément de temps et d'énergie, et y compris ça me fait du bien de le faire puisque voilà, je me sens active, je me sens utile. Ouais. Mais chacun sa recette, hein. Pour ma part, je préserve des temps. Chez moi, j'aime jardiner par exemple, ça me détend, j'aime faire la cuisine, donc j'essaye de préserver des espaces où je passe, où je fais autre chose de mes mains. Clairement, je vide mon cerveau et je fais quelque chose de mes mains. Ça fait du bien. Ça fait du bien pour prendre du recul et faire autre chose. Ouais. Là aujourd'hui, vous avez 33 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc vous avez encore une longue carrière devant vous. Est-ce que vous voyez déjà ce qui peut se passer après ou pas encore? Alors vraiment là, moi, de même que je voyais pas la politique comme un plan de carrière au début, je le vois toujours pas comme ça. Vraiment, je dis ça sans fausse naïveté, mais le mandat de maire me plaît et on change pas. Et j'ai envie que les changements qu'on a impulsés pour Poitiers se poursuivent sur leur lancée. Il faut du temps pour changer une ville, donc j'ai envie de pouvoir accompagner la suite de ce projet-là pour Poitiers. Après, pour ma part, une fois qu'on a touché à un mandat aussi concret que celui de maire, je me vois pas faire autre chose, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, quel que soit le futur de ma vie politique, il faudra que ce soit très ancré dans l'action et très ancré dans le concret, parce que personnellement, j'en ai besoin et du coup, je vois peu de mandats qui me permettraient de répondre à cette aspiration-là. Et j'ai plein d'autres rêves, plein d'autres envies. Donc, le jour où ça s'arrête, je me sens pas droguée, si vous voulez. Je serai aussi... j'aurai plein d'autres projets pour faire bouger les choses et pour porter les valeurs qui me tiennent à cœur. Donc, c'est quoi vos autres rêves alors? Parce que là, vous en si parlez vous saviez, alors. Non, mais voilà, le milieu de l'éducation continue à m'intéresser. Donc, mon rêve, ce serait d'ouvrir une colonie de vacances dans les bois pour pouvoir accueillir les enfants. Contribuer à ma manière à cette éducation populaire qui me tient tant à cœur. La question du voyage, du coup, de fait, je me suis rendu compte que mon appétence pour les relations internationales n'était pas compatible avec mon envie de sobriété. Donc, comment promouvoir une idée différente, comment promouvoir le voyager autrement, tout ce qui est voyage en train, tout ce qui est et ça pour la jeunesse. Voilà, ça, c'est des thèmes, c'est des enjeux qui m'intéressent beaucoup et sur lesquels je me sens capable de m'investir à terme. Les questions agricoles m'intéressent pas mal aussi. Une forme de d'être plus en prise, parce que là pour le coup on n'a pas le temps d'être en prise avec son enfant. On peut pas vivre à la campagne par exemple. Donc expérimenter un environnement différent, l'environnement urbain, avoir plus le temps de le faire, ça fait partie de mes rêves aussi. Ouais, chouette. Quel conseil, on arrive quasiment à la fin de cet échange, ça fait 1 heure qu'on est en train d'échanger. Ça passe vite. Quel conseil vous aimeriez donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont
plutôt les personnes que je reçois sur le pompon, je les appelle les entreprenantes, les entreprenants. Donc pour moi, courir un marathon, c'est entreprendre, devenir mère, c'est entreprendre, etc. C'est cette vision-là que j'ai de l'entrepreneuriat. Quel conseil vous aimeriez donner aux personnes qui nous écoutent, qui ont parfois une petite voix qui leur parle et qui n'écoutent pas, ils ou elles n'écoutent pas, pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit? Je reviendrai peut-être sur ce que je disais au tout début, sur le fait que moi j'ai eu de la chance de grandir dans des cadres éducatifs où on m'a encouragé à prendre des responsabilités, où on m'a encouragé à ne pas avoir peur. Et hyper tôt, en fait, j'ai levé ces barrières-là, quoi. Et donc, l'encouragement que je ferais, c'est ne surestimez pas ce qui vous fait peur aujourd'hui dans l'envie de s'engager. Effectivement, que ce soit, on a besoin d'engagement partout, politique, mais aussi entrepreneurial, associatif, tout ce que vous voulez. L'engagement... et le fait de prendre des responsabilités, même très jeune, souvent les premières barrières, c'est celles qu'on se met soi-même. Donc voilà, ayez confiance en le fait que vous êtes capable, que c'est possible et que ne surestimez pas tous ces autres politiques ou chefs d'entreprise super loin, qui ont l'air super forts, mais souvent on les surestime par rapport à ce qu'ils peuvent réellement faire. Donc voilà, en tout cas, ne doutez pas de votre capacité à le faire, n'ayez pas trop peur, voilà, et osez saisir des opportunités lorsqu'on vous les présente. C'est pas facile de se lancer ex nihilo, par contre, savoir saisir les propositions bienveillantes, les gens qui sont prêts à vous accompagner. Si vous êtes convaincu de la nécessité de vous engager, voilà, il n'y a plus que le fait d'oser pour y arriver et de lever ses peurs, quoi. Ouais. Alors normalement j'avais la dernière question, mais je vais en caler une entre les deux qui m'est venue entre-temps. Et je ne sais pas si elle est encore d'actualité, si on peut encore la poser aujourd'hui, mais être une femme en politique, c'est facile, c'est difficile aujourd'hui, c'est plus un sujet? Ah non, je dirais pas que c'est plus un sujet. Il faut être conscient quand même de l'héritage dont on bénéficie aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je suis élue aujourd'hui maire à 30 ans d'une grande ville. Enfin, je suis immensément reconnaissante de toutes les femmes qui nous ont précédées dans ces rôles de pionnières et qui nous permettent aujourd'hui de faire en sorte que ce soit certes inédit à l'échelle de Poitiers, mais de plus en plus normal à l'échelle de grandes villes. Enfin, Nantes, Rennes, c'est autant de villes qui sont dirigées par des femmes. Donc voilà, on bénéficie d'un héritage qu'il faut protéger parce qu'un retour en arrière n'est jamais très loin. Et maintenant qu'on a, je dirais, on a atteint l'égalité sur le papier, sur la loi, les lois sur les quotas, la parité, pardon. Ouais. Maintenant, il faut qu'on atteigne l'égalité dans les pratiques réelles et voilà, c'est pas toujours le cas dans l'équilibre des prises de parole, enfin l'équilibre des espaces de parole médiatiques, par exemple. Toutes les études démontrent que les femmes sont encore 1000 fois moins audibles, enfin peut-être pas 1000 fois moins, mais beaucoup moins audibles que les hommes à les heures de grande antenne. Donc ce sont encore majoritairement des hommes qui portent la parole des politiques. C'est le cas dans les pratiques de nos assemblées où on voit que majoritairement les prises de parole des hommes sont beaucoup plus longues, beaucoup plus véhémentes en moyenne. Donc moi j'ai eu de la chance, si vous voulez, de ne pas souffrir d'attaques violentes, ni physiques, ni verbal, si, mais je dirais que je le mets presque sur le même compte que toutes les attaques que vous avez évoquées sur les réseaux sociaux. Être élu aujourd'hui, c'est très violent parce qu'on est le réceptacle de toutes les violences, de toutes les tensions de la société. Je pense que c'est quand même pire, comme je suis une jeune femme, que si j'étais un vieil homme. On attend beaucoup plus des jeunes femmes qu'elles fassent leurs preuves que les profils plus conventionnels. Mais voilà, je vois le verre à moitié vide, à moitié plein. On a vraiment progressé et on continue à le faire, notamment grâce à la présence de femmes dans les postes à responsabilité, clairement. Ah, des exemples comme vous. Dernière question de ce podcast, qu'est-ce qui vous anime au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime au quotidien? C'est l'envie d'être utile, la conviction, l'envie d'être utile, mais du coup la conviction que je suis au bon endroit pour le faire. Je ne serai jamais aussi utile que là où je suis actuellement. À l'échelle d'une ville à taille humaine, qui est ni trop grande ni trop petite, donc où on peut vraiment faire changer les choses, où on peut vraiment avoir des réseaux d'acteurs qu'on connaît, avec lesquels on travaille, avec une super équipe d'élus, avec une bonne administration. Donc c'est le sentiment d'être utile et d'être à la bonne place pour faire changer les choses, quand bien même c'est frustrant. Ce que je fais a du sens et ce que je fais est utile, donc ça c'est ça qui me porte. Parfait, très chouette. Merci beaucoup Léonore pour ce temps. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous laisse éventuellement vous voulez ajouter quelque chose à cet échange d'1h05 pour être tout à fait précis. Merci d'être venu jusqu'à Poitiers et puis Avec merci de mettre en lumière des parcours qui, j'espère, peuvent donner envie à d'autres de s'engager, peuvent avoir un effet d'entraînement et d'enthousiasme communicatif pour la politique, en l'occurrence aujourd'hui pour moi. C'est tout l'enjeu. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je suis ravi d'avoir reçu Léonore pour ouvrir le bal de cette 5e saison du Pompon. Un épisode plein de sens sur le parcours d'une figure montante d'Europe Écologie Les Verts et de la gauche
qui agit pour rendre la ville de Poitiers plus agréable à ses habitants et prête face aux enjeux de demain. Je vous invite maintenant à partager cet épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, à vos partages sur les réseaux sociaux et auprès de vous. Alors partagez en story sur Instagram ou sur LinkedIn en taguant Le Pompon Média, mon invité ou moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. À très vite.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Le rendez-vous est pris, mai 2024, pour aller découvrir les jardins de l'océan à Josse. Et d'ici là, vous pouvez participer à la réussite du projet via KissKissBankBank. J'ai trouvé cet épisode hyper cool, voilà, je le dis. Ça fait du bien d'aborder tous ces sujets, de voir que si on veut arriver à quelque chose, on peut le faire en travaillant, en galérant par moments, mais toujours en gardant le cap. Merci à Nicolas pour son temps, son partage et l'énergie qu'il consacre à un monde meilleur. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous, alors abonnez-vous et mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez bien de la vie car elle est sublime et prenez soin de vous. À très vite.